On accueille en plateau Clémence Guettet, députée de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, Clémence ? Eh bien, comme tout le monde dans cette actualité compliquée, je crois. Comme tous les militants de gauche, en tout cas. Bien sûr. Ouais. On réaccuve Cyprien quand même, je le signale. Donc Clémence, je le disais, vous êtes donc députée de la France Insoumise sur la circonscription l'une des circonscriptions du Val-de-Marne. Vous êtes également vice-présidente de l'Assemblée nationale, coprésidente de l'Institut La Boétie, co-responsable du programme Insoumis à seulement 34 ans. Voilà, je ne dis pas de bêtises. 34 ans. Justement, on avait envie de vous faire réagir tout de suite par rapport à le sujet dont on était en train de parler et la guerre. Et ce qui se passe en Ukraine, à la France Insoumise, vous réclamez d'une position pacifiste. Vous êtes notamment pour un cessez-le-feu, l'amnistie pour les déserteurs des deux camps. Qu'est-ce que ça veut dire être pacifiste en ce moment ? Il y a plusieurs acceptions, il y a plusieurs traditions d'ailleurs dans le pacifisme. Il y a une tradition qui est très antimilitariste, qui n'est pas exactement la nôtre. La nôtre, c'est plutôt celle de Jaurès, historiquement, c'est-à-dire l'opposition à la guerre et de réclamer le plus rapidement la paix, comme lui le faisait au moment des guerres coloniales. Et nous, ça fait 3 ans maintenant qu'on dit il n'y aura pas d'issue militaire à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ça ne se terminera pas par la force des armes. Il faut négocier, il faut de la diplomatie, il faut mettre les gens autour de la table, et on en arrive dans une situation où c'est Trump qui impose par la force et l'humiliation la question du cessez-le-feu. Alors le cessez-le-feu est toujours bienvenu parce que c'était important ce qui était dit dans le reportage sur le fait que c'est des vies humaines en fait, et c'est vrai que trop souvent sur trop de plateaux on parle de ça de façon complètement planante, comme s'il y avait pas... presque. Ouais, exactement, et d'enjeux économiques qui sont réels, parce qu'il y a des intérêts économiques derrière la guerre. Ça a été dit, ça aussi. Mais encore et surtout, on veut l'appel, le cessez-le-feu, parce qu'il y a des vies humaines qui sont en jeu. Et donc, on a l'impression que ça arrive un peu tard, et surtout pas de la bonne façon, aujourd'hui. Mais est-ce qu'avec le revirement qu'il y a eu des États-Unis, donc maintenant par rapport à Kiev, est-ce que justement c'est pas peut-être un petit peu naïf d'imaginer une issue diplomatique avec Poutine qui est de plus en plus du coup impérialiste et qui se retrouve maintenant avec de nouveaux alliés ? La difficulté, c'est que donc, nous, ça faisait longtemps qu'on le demandait pour pas que le cessez-le-feu arrive à un moment où la Russie était en position de force comme elle l'est aujourd'hui et l'Ukraine en position de faiblesse comme elle l'est aujourd'hui. Et là, c'est vrai que ça arrive en plus dans une situation où c'est Trump qui met les gens autour de la table, qui se permet d'humilier Zelensky. On a toute cette scène dans le bureau ovale avec Vance, etc., les propos qui ont été tenus. Et en fait, il dit on coupe les aides militaires et donc la guerre va s'arrêter de facto, mais c'est aux conditions que fixent les États-Unis de concert avec la Russie. Et notamment, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais notamment tout ce qui relève de l'industrie d'extraction des ressources naturelles ukrainiennes. Il y a des enjeux économiques très importants qui intéressent les États-Unis. Et puis, sans mettre l'Europe autour de la table, sans parfois mettre l'Ukraine elle-même autour de la table, donc dans des conditions qui sont désastreuses et qui, à mon sens, n'assurent pas en plus une paix durable. C'est-à-dire que les intérêts économiques sont mis là, sur le tapis, le fait que les USA vont arrêter de financer cette guerre, mais par contre, comment faire en sorte qu'il y ait une paix durable, notamment vis-à-vis de la position européenne, la question de l'OTAN qui arriverait potentiellement jusqu'aux frontières de la Russie si l'Ukraine venait à entrer un jour dans l'OTAN, ça c'est du plus long terme et ça n'est pas réglé par les discussions actuelles. Donc évidemment, je le déplore, Et du coup, sortir de l'OTAN, ça fait partie de l'équation pacifiste ? Évidemment. Nous, c'est une position qu'on tient depuis des années. Alors c'est un peu ironique en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent d'une grande naïveté vis-à-vis de l'OTAN, de l'inféodation aux États-Unis, maintenant que c'est Trump le dirigeant des États-Unis et qu'il a une politique offensive depuis qu'il a été réélu, vraiment quasiment caricaturale, de fascisation et qui, je pense, nous fait peur à toutes et tous. Mais nous, on n'a jamais été naïfs sur l'OTAN, ce qu'il était réellement et à quel point ça liait les intérêts des peuples européens à des décisions des États-Unis. Et donc, oui, sortir de l'OTAN, d'abord sortir du commandement intégré, puis de l'OTAN étape par étape. C'est en effet une nécessité pour être pacifique et à mon avis consistant sur cette position, Et moi j'avais une question aussi sur votre rapport à la doctrine de défense, en fait, notamment sur la question de la dissuasion nucléaire, parce que si je ne me trompe pas, en 2017, Jean-Luc Mélenchon faisait campagne sur l'idée d'organiser le grand désarmement nucléaire du monde, en tout cas une diplomatie qui allait dans ce sens-là. Oui. Et là, en l'écoutant sur notamment son opposition au le fameux plan de 800 milliards de Ursula von der Leyen, il disait en fait on n'a pas besoin de participer à ce plan-là, puisque nous on a la bombe, elle nous protège.
Est-ce que la doctrine de la France insoumise a changé sur la dissuasion nucléaire vu la nouvelle donne internationale ou ça... Non, elle n'a pas changé. Alors, il expliquait ça récemment, notamment parce qu'il y a des gens qui mettent dans la discussion le fait d'élargir le parapluie nucléaire potentiellement jusqu'à l'Ukraine. Je veux dire, ce qui nous met en situation de potentielle guerre nucléaire directe avec la Russie. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est absolument terrifiant sur le plan de destruction potentielle de l'humanité. En fait, c'est juste ça l'enjeu. Et donc, il rappelait que la doctrine de la dissuasion, elle se fait à l'échelle d'une nation. Là aussi, ça correspond au périmètre le peuple français et pas les peuples européens. On ne considère pas qu'il y a un peuple européen pour notre part. Et donc, que cette dissuasion nucléaire, elle se fait à cette échelle-là, mais que par ailleurs, ça ne nous empêche pas d'être partisans d'un désarmement nucléaire qui doit être multilatéral, qui doit être concerté. Faut bien se rendre compte que la Russie, la Chine, les USA, ils ont des milliers de têtes nucléaires, chaque puissance. Pour la Russie, c'est à peu près 5000. La France, c'est des volumes bien inférieurs. 300, je crois. Exactement. 300, ouais. Donc, en fait, en termes de... C'est même ahurissant. C'est-à-dire, ils ont la capacité de détruire, je crois, 50 fois la planète potentiellement. Donc, on est toujours adhérent à ce traité de désarmement et partisan du fait qu'il faut continuer les discussions. C'est pas la puissance française la priorité. Mais donc vous voyez que les deux ne sont pas, à mon sens, incompatibles. Oui, c'est bien le désarmement mondial. Multilatéral, quoi, en fait. Okay. On a compris. Pour ce qui est... on avait envie, évidemment, d'échanger avec vous à propos de la marche qui vient d'avoir lieu contre l'extrême droite, mais surtout contre le racisme et le fascisme. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous définissez ce projet antiraciste à la France insoumise et comment le porter contre l'extrême droite ? Bon, déjà, dire que, alors même que cette marche, elle s'est tenue dans un contexte compliqué, de polémique très lourd et très offensif de la part de tout un tas de médias et de responsables politiques, ça a été une réussite. Il y avait vraiment beaucoup de gens dans la rue. Oui, vous estimez que c'est une réussite Moi, j'étais à la marche parisienne, mais il y a eu des marches partout dans le pays. Cette journée, c'est une journée annuelle, qui se passe tous les ans. D'habitude, il y a un peu moins de monde. C'était à l'appel de 200 organisations, associations, ONG, syndicats, etc. Et il y avait du monde, des jeunes, des personnes racisées, des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en manif, qui nous le disaient même, qu'ils étaient venus là parce que le contexte les inquiète, notamment les attaques du gouvernement islamophobe et raciste qui se multiplient. Donc déjà, dire que ça a été un succès et que, bon, il y a une suite à ça. On appelle, nous, pour notre part, au 1er mai, là aussi pour dire non à la guerre sociale et oui à la paix. Donc il y a une suite dans les mobilisations. Et votre question, c'était... c'est quoi le projet antiraciste de LFI de manière un peu plus générale? On va dire, comment est-ce que vous portez la lutte contre l'extrême droite? Alors il y a deux choses. Il y a la lutte contre l'extrême droite et il y a la lutte antiraciste. Les deux sont éminemment articulés. Peut-être je vais commencer par expliquer pourquoi. Parce que je ne suis pas sûre qu'on soit tous d'accord là-dessus, y compris même à gauche. Je pense que l'antiracisme est une composante absolument essentielle et centrale de la lutte contre l'extrême droite, parce que le projet d'extrême droite est un projet de division des classes sociales et populaires notamment, sur la base du poison raciste. C'est-à-dire que c'est prendre pour acquis la compétition économique néolibérale. L'extrême droite n'a rien à redire de ça. Elle n'est pas anticapitaliste. Elle dit c'est comme ça, le marché, la guerre de tous contre tous. Mais par contre, il y a une promesse qui est faite aux électeurs du Rassemblement national, qui est de dire ce sera les immigrés, les étrangers, les musulmans, je mets des guillemets autour de ça bien sûr, qui seront les perdants de cette compétition économique. Et par ailleurs, il y a une part extrêmement conséquente d'électeurs de l'extrême droite qui s'auto-déclarent racistes, alors même que c'est plutôt sous-déclaré normalement. Donc dire que en réalité, les deux sont indissociables, la lutte contre toutes les formes de racisme et la lutte contre l'extrême droite. Donc c'est pour ça que quand on cible l'extrême droite, par exemple quand on s'attache à montrer que c'est une arnaque économique, qu'elle défend mieux que la Macronie encore les intérêts des super riches, on l'a vu pendant tout l'examen budgétaire à l'Assemblée, quand on essaye de montrer qu'il y a un continuum aussi d'extrême droitisation entre les propos racistes tenus par le gouvernement et une potentielle victoire de l'extrême droite au bout, et en fait la Macronie déroule le tapis rouge aux idées réactionnaires racistes d'extrême droite. Quand on fait tout ça, on fait de l'antiracisme politique. Et puis après, il y a aussi, ce qui est fait dans différents partis de gauche, mais pas dans le reste du spectre politique, c'est aussi la formation des militants, déconstruire des biais. Le racisme, c'est une question systémique, et donc comme le patriarcat, on est tous et toutes à gauche comme à droite, vous voulez bien dire. sûr, on est tous
pris d'une façon plus ou moins déconstruite dans ce type de biais. Donc il y a évidemment la formation militante et puis il y a aussi le fait d'être consistant sur ne laisser passer aucune forme de racisme, la négrophobie, l'islamophobie, l'antisémitisme, les gens du voyage. On a beaucoup travaillé sur cette question récemment. Quand, du coup, comme vous avez dit, effectivement, donc il y a à la fois la Macronie, évidemment, tous les partis d'extrême droite, enfin, il y a tout ça. Voilà, on arrive dans une urgence de contrer, du coup, un projet suprémaciste, etc. Donc, un danger extrêmement fort. Et est-ce que vous pensez que, du coup, c'est possible de faire ça sans l'UNFP ? Je pense que c'est toujours mieux quand on réussit à se mettre d'accord sur la base d'un programme. Ça a été le cas en juin dernier. Il y a eu un sursaut incroyable, il y a eu une campagne incroyable, notamment parce qu'elle était extrêmement courte et que l'extrême droite était arrivée aussi puissante aux élections européennes. Sur un programme. Oui, mais on a réussi à le faire. Et il n'était pas minimal. Et comme j'y ai participé, je peux vous assurer qu'on a discuté chaque chose qu'on a écrit dans ce programme. Et ça nous importe. Parce qu'il y avait, y compris des responsables politiques qui disaient on se met d'accord sur 10 mesures et puis on verra bien. Bon, il n'empêche qu'on a un peu frissonné quand on est arrivé en tête et que si on ne s'était pas fait voler l'élection, on aurait pu gouverner et changer la vie des gens dans le pays. Donc c'était quand même pas rien de se mettre d'accord. Donc il y a la question de l'union, sur quelle base en fait ? Si c'est pour faire un remake du hollandisme, personnellement ça ne m'intéresse pas. Et je pense que je ne suis pas la seule dans le cadre des formations qui participent au nouveau Front populaire. Donc la question c'est aussi sans sortir d'une forme de naïveté et se dire oui, il y a un rapport de force idéologique, y compris à gauche, sur certaines questions, on n'est parfois pas d'accord. Donc le je vous le dis, à certaines conditions, c'est se mettre oui, d'accord et puis sur, comme votre question, c'était sur la question de l'urgence de l'antiracisme et de la lutte contre l'extrême droite, je vous le dis, je sais que je suis à l'UMA, mais quand Fabien Roussel parle de racisme anti-blanc, là vous parlez de ses propos tenus hier sur... ouais, il donne un point à l'extrême droite. Je veux dire, je parlais de formation. Pour moi, c'est un manque total de formation sur les questions antiracisme. C'est quasiment l'une des bases, quoi. Et c'est un concept de l'extrême droite. Et ça leur accorde un point. Et donc, Fabien Roussel, c'est quand même le dirigeant du Parti communiste français. Donc, vous voyez qu'y compris au sein du NFP, on a des débats, je pense, à avoir sur ces questions pour savoir où on place le curseur et comment on est efficace face au rouleau compresseur qui va nous arriver dessus. Parce qu'aujourd'hui... Quand Retailleau est en si bonne forme au gouvernement, quand Darmanin, je les mixe, quand Darmanin lui aussi mène des lois très puissantes, c'est aussi pour ça qu'on était en colère au moment où le Parti socialiste décide de ne pas censurer. Parce qu'en fait, ok, il y avait le budget, il y avait l'urgence du budget, etc., même si franchement, entre nous, on aurait pu tenir autrement. Oui, mais on savait que c'était leur permettre de dérouler cet agenda réactionnaire aussi, quoi. Cyprien. Oui, vous avez dit et écrit, notamment dans le livre que vous avez publié avec l'Institut, vous avez fait la postface pour l'Institut La Boétie, que vous ne luttiez pas tant contre un parti, le RN, mais contre un processus, l'extrême droitisation de nos sociétés. Un des ressorts de ce processus, c'est le grand renversement des signifiants, c'est-à-dire l'extrême droite se dédiabolise et dans le même sens, on tente de diaboliser la gauche. Vous avez vous-même évoqué le contexte polémique de la marche. Est-ce qu'avec la fiche de Cyril Hanouna, on est obligé d'en parler, est-ce que vous n'avez pas donné précisément des munitions à vos adversaires pour vous diaboliser ? Je pense que de manière générale, il y a une instrumentalisation politique de la lutte contre l'antisémitisme qui, en ce moment, est à plein. Alors là, on peut parler précisément du visuel, mais en réalité, ça a été renforcé, notamment depuis le début, enfin la reprise malheureusement, du génocide à Gaza et le fait que la Macronie nous cible prioritairement parce qu'on est les voix politiques qui s'élevent contre... Ça ici, on le sait parfaitement, justement qu'il y a cette diabolisation et par rapport au soutien, enfin ça c'est clair. Mais ici vous le savez, mais sur la plupart des plateaux... Vous parliez justement des formations par rapport à tout ça et donc justement c'est aussi une question qui est intéressante à poser parce que par exemple sur cette affiche... Je vais peut-être répondre à la question précédente d'abord, non ? Des droits de l'homme... Sur pourquoi on n'a pas... sur le visuel précisément. Je pense que... Je venais sur le contexte de la mauvaise foi et de la diabolisation parce qu'en fait, il ne me paraît pas accessoire quand c'est à longueur de chaînes de télévision, de chaînes d'information en continu, qu'on est pilonné sur ce thème-là. Pour un visuel
qui a été retiré. Et du coup, il y a des forces antiracistes aussi qui vous ont reproché ça. Oui. Et du coup, ça pose la question de est-ce qu'on est aussi assez formé à gauche sur l'antisémitisme? Moi, je pense qu'on a continué de se former sur absolument tous les sujets. Et sur la question de l'antiracisme, vous avez parlé du livre de la Boétie, on est aussi un cursus de formation des militants dans lequel on a des formations à toutes les formes de racisme, à l'antisémitisme particulièrement, avec des camarades de Tzedek. Donc oui, je pense qu'on a continué de se former, mais je reviens à la question précédente quand même. Sur ce visuel, il a été publié quelques minutes, il a été retiré, ce qui consistait à dire que c'était une erreur notamment parce que, vous l'avez dit... publiquement. Oui, mais je le dis, une erreur justement parce qu'il y a des gens de bonne foi, antiracistes, conséquents, qui sont des camarades par ailleurs, qui ont dit la juxtaposition de ce visuel à l'imagerie antisémite des années 30 qui a tourné très rapidement, a heurté, a choqué. Et donc, on a bien fait de retirer ce visuel parce qu'à mon sens, c'était une erreur. Et que c'est important... y compris d'écouter les gens qui sont les plus formés, les plus outillés, je pense les plus sensibles aussi à ce type de questionnement quand on est une formation progressiste de gauche. Et on peut avouer des imperfections. L'essentiel est de les assumer et de se dire que on fera mieux la prochaine fois sur ce sujet comme sur plein d'autres. Oui. Et notamment sur la formation, effectivement, c'est ce que vous disiez. Oui, mais en fait, là où je revenais, je ne voulais pas vous interrompre, mais là où je revenais sur le contexte, c'est que c'est quand même dingue de se faire donner des leçons de lutte contre l'antisémitisme par l'extrême droite dans ce pays, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on le sait. Non, mais vous le savez, mais je veux dire, à longueur de plateau, enfin, on a quand même, Marine Le Pen qui regrette d'avoir viré son père sur la fin de sa vie, alors que c'était un antisémite notoire. 15 députés qui sont dans un groupe Facebook, jamais on en parle, sur lesquels il y a des propos racistes, antisémites. Bocaletti qui siège en face de nous. Et en fait, c'est pour ça qu'on a tendance souvent et jamais de formation, bien sûr, dans ce parti-là. Ça, c'est totalement vrai, effectivement. Enfin, voilà, on voit bien dans la plupart des médias. Mais c'est vrai que justement, on voulait profiter d'être ici aussi pour justement parler de ça, de l'existence aussi de l'antisémitisme à gauche en général, hein, pas particulièrement dans votre parti. En général, on a aussi des biais, forcément, puisque c'est structurel et que ça traverse toute la société, comme le racisme. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on a peut-être tendance parfois à fermer les yeux ou à pas vouloir admettre des erreurs ou des maladresses. Et que c'est aussi bien. Mais par contre, je le redis parce que vous savez, mais peut-être pas tous les gens qui nous écoutent, le visuel en question, parce qu'on là on fait comme si le visuel ça existait en soi, c'était donc une série de visuels pour appeler justement à la marche contre toutes les formes de racisme, où on ciblait des gens qui sont des relais de l'extrême droite. Je le redis quand même précisément, il n'y avait aucune intention antisémite. Et si Cyril Hanouna était sur ce visuel, c'était ni en raison de sa confession, ni de sa culture. C'était parce qu'avec ses émissions, on pense qu'il participe à la banalisation des idées d'extrême droite. C'est important de le dire aussi quand même. Oui, merci. Mais effectivement, et c'est ce que dit le chat aussi, et c'est bien la question que vous a posée, mais à laquelle vous avez répondu, de comment on fait pour ne pas donner du biscuit à l'extrême droite, justement, avec ce genre de visuel-là, où eux, ils foncent, et derrière, ils peuvent dérouler tout ce qu'ils ont. Un devoir de responsabilité par rapport au fait qu'on sait qu'il y a une contre-offensive qui va se mettre Bien en place sûr, directement. De toute façon, à gauche, on a un devoir d'exemplarité sur absolument tout. Souvenez-vous, pendant la campagne du nouveau Front populaire, quand on a présenté un programme entier, chiffré, qui montrait un bouclage macroéconomique et qu'on continuait de nous dire à longueur de plateau, il n'est pas réaliste économiquement, mais jamais on va demander ça à l'extrême droite, qui a un programme qui enverrait le déficit public absolument dans le décor parce qu'il refuse de s'en prendre aux ultra-riches. Donc, je pense que parce qu'on est anticapitaliste, évidemment, on dérange. Enfin, ça me paraît relativement logique. Et donc, on se doit d'être le plus parfait possible, même si parfait, c'est pas possible. Voilà, de se former, de continuer d'essayer de faire mieux, quoi. Sur la question de la stratégie politique, on va écouter Jean-Luc Mélenchon à propos des quartiers populaires. Il faut aller chercher les milieux ruraux déclassés, etc. Qui va dire le contraire, bien sûr. Mais le gros de la troupe qui va nous faire gagner, ce sont les quartiers populaires où on vote pour nous à 80% au premier tour, mais où 30% seulement vont voter. Si nous montons à un niveau égal à celui de la participation du reste de la société, nous avons gagné. C'est pourquoi la priorité, c'est de les convaincre, eux, que ça vaut la peine de faire de la politique. Et pour ça, il faut parler clair, net, dru et dur, pour que tout le monde comprenne. Et ça n'est pas de l'exagération. Oui, il faudrait que les milieux populaires, patati patala. Oui, mais à condition de commencer par traiter les problèmes qui obsèdent la population la plus brutalisée. Un, le racisme, qui est une question de fond dans ce pays.
Et c'est pourquoi il n'y a pas de fâchés, pas fachos. Ils sont fachos, qu'ils soient fâchés ou pas. Et d'abord, racistes. Dans ces extraits, on a vu donc à la Boétie, Jean-Luc Mélenchon donner la priorité stratégique aux quartiers populaires et rompre avec l'idée antérieure qui était portée par Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, des fâchés pas fachos. Juste pour que tout le monde comprenne, c'est ces électeurs RN ou tentés par le RN qui seraient tentés sur la question sociale et non pas sur la question raciste et que la gauche pourrait donc reconquérir. Vous avez dit et écrit toujours je me réfère toujours à la postface du livre... Vous nous faites de la pub. Oui, l'irrésistible ascension de l'extrême droite. Vous avez écrit que la première faiblesse de l'extrême droite, c'est ses contradictions sur le social. Est-ce que ça, justement, ça plaide pas pour aller chercher les abstentionnistes et donc les fameux fâchés pas fachos qui pourraient être piégés sur le social par le RN ou l'extrême droite en général? Je reviens à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire la centralité du racisme dans l'adhésion au Rassemblement national. Je trouve que souvent, on a tendance à quasiment infantiliser l'électorat d'extrême droite, comme si les gens qui votent à l'extrême droite ne savaient pas exactement ce qu'ils font ou n'avaient pas compris l'essentiel du projet. Je pense que la plupart des gens ont compris le projet, c'est-à-dire qu'ils pensent eux aussi que la compétition néolibérale est inéluctable, qu'on ne peut rien faire pour lutter contre ça. Ils sont pour la plupart pas anticapitalistes au sens où nous on l'entend, et donc ils adhèrent à cette vision raciste de la société qui dit on va faire perdre une partie des classes populaires qui sont les classes populaires racisées. Donc ça me paraît essentiel sur cette question des fâchés pas fachos. Mais ça représente quand même 30% des électeurs. Oui, ça représente 30% des électeurs avec une abstention différentielle qui pourrait modifier substantiellement le résultat d'une élection. Notre responsabilité comme force politique, c'est de se dire comment on arrive à être en tête et comment on arrive in fine à l'emporter. On pense aujourd'hui que trop de gens sont dans l'abstention et auraient, on va le dire en termes marxistes et matérialistes, des intérêts concrets de classe à voter pour un programme de rupture. Et donc, il s'agit à la fois de faire entrer dans le jeu politique des gens qui aujourd'hui s'abstiennent, qui sont dégoûtés. Et je veux dire aussi la responsabilité du mandat Hollande dans le dégoût de gens qui s'identifiaient comme votant à gauche, on va dire. Et puis, à la fois, démobiliser en partie l'électorat qui peut voter pour l'extrême droite. Peut-être qu'au bout du bout, certains finiront par voter pour nous, mais ça ne peut pas, et je sais qu'il y a un débat à gauche sur ça, pour moi, ça ne peut pas être la stratégie pour gagner. Parce que si, pour les gens pour qui c'est le principal objectif, ça conduit ensuite à une chaîne de décision qui dit on va passer des sujets sous le tapis, peut-être que l'antiracisme c'est pas exactement prioritaire, etc., etc. Et je pense que c'est perdant sur tous les tableaux. Mais donc ça veut dire qu'on s'assoit sur un électeur sur 3 ou 4 à peu près. Non, mais les gens peuvent changer d'avis, mais y compris dans le livre que vous citez. Il y a des travaux de sociologie électorale très précieux, de Yann Lelanne, de Félicien Faury notamment, des références aux travaux de Nona Mayer, qui montrent que les classes intermédiaires sont les classes essentielles de mobilisation des électeurs d'extrême droite. C'est plutôt des classes qui correspondent aux commerçants, employés, retraités, qu'aux classes populaires, notamment ouvriers ou précarisés maintenant de toutes sortes. Et donc, c'est plutôt des gens aussi qui ont des valeurs antagonistes à des valeurs de gauche, y compris qui sont plutôt sur la question du travail, qui sont plutôt adeptes de la méritocratie. Le vote ouvrier ces dernières années envers l'extrême droite a été assez fort, non ? Il est assez fort pour la gauche et il est encore plus fort pour l'abstention. C'est l'abstention qui gagne chez les ouvriers. Et donc je pense que c'est comment dire, vraiment essayer de redonner un espoir sur le fait que socialement la bataille n'est pas perdue et que les intérêts de ceux qui se sont tant enrichis sous la Macronie, on peut y faire quelque chose, quoi. À quel moment vous avez changé de pied là-dessus? Parce que précisément les fâchés pas fachos, c'est une invention de Jean-Luc Mélenchon à partir de 2012 qui est reconduite en deux 2017 dans le cadre de la stratégie de populisme de gauche. À quel moment vous vous êtes dit non, en fait, c'était la mauvaise ligne? Il y avait déjà préférence nationale. Je suis pas sûre qu'on en parlait encore en 2017. Je sais que c'était le cas en 2012 dans le cadre du Front de gauche. Mais Jean-Luc Mélenchon l'a dit lui-même, il ne le pense plus. Il a changé d'avis, il a dit très clairement dans l'extrait. Il a changé d'avis sur la question. Et donc, pour ma part, je ne dis pas jamais des gens qui ont voté à l'extrême droite ne pourront voter à gauche. C'est impossible de dire ça. La question, c'est stratégiquement qui on se dit et sur quel ressort et en parlant fortement sur quoi
on pourra gagner. Et est-ce que le mouvement des Gilets jaunes vous avez interpellé par rapport à ces réflexions ? On a beaucoup accompagné le mouvement, on a essayé, y compris à l'Assemblée nationale, de retranscrire certaines de leurs revendications, mais les questions qui étaient discutées autour des ronds-points, elles étaient centrées sur la question du pouvoir d'achat, de comment on vit bien, de comment on arrête de galérer, de comment on décide. C'était pas des questions d'exclusion ou de racisme qui étaient discutées au moment des Gilets jaunes. Vous faites des très bons scores en zone urbaine, mais c'est vrai qu'effectivement, pour aller du coup parler plutôt dans les milieux ruraux, etc., donc pas forcément aux personnes qui sont convaincues justement par le RN, mais aux abstentionnistes du coup de ces territoires-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça ? Mais tout ce que je disais là ne visait pas à s'adresser qu'aux gens qui sont des urbains. Je crois au contraire Non, mais c'est plutôt, au vu des résultats que vous faites. Oui, mais je crois au contraire qu'il y a plein de communs en fait dans les revendications. Moi, je suis députée du Val-de-Marne, c'est à peu près le même taux de déserts médicaux que dans la Creuse, chez Catherine Couturier, qui était députée France Insoumise. Donc, je pense qu'il y a plein de communs et que cette opposition artificielle, elle n'est pas bénéfique, et y compris électoralement, elle n'est pas porteuse. Si on insistait dans le même temps de parole pour dire que dans le programme qu'on a défendu, il y a l'idée de pas un service public à plus de 30 minutes du domicile, que le temps qu'on passe à dire la France des pavillons vote RN, la France des pavillons, je crois qu'il y a un effet performatif aussi de résignation. Et puis après, il y a un sans sujet... les diviser, mais c'est vrai qu'au niveau des résultats, effectivement... Est-ce que vous pouvez prendre le pouvoir en vous concentrant stratégiquement sur les grands espaces urbains, dont les quartiers populaires ? C'est pas ce que j'ai dit, moi. D'accord. Donc vraiment, vous m'avez mal comprise. Hein. Okay. Se concentrer, par exemple quand on parle de la Nouvelle-France, ça ne veut pas dire se concentrer uniquement sur les quartiers populaires, ça veut dire prendre en compte les changements anthropologiques majeurs qui ont eu lieu dans le peuple français et notamment dans les classes populaires. Et ils valent dans les milieux ruraux comme dans les milieux urbains. Par exemple, quand on parle de créolisation, quand on dit, j'imagine que vous nous avez déjà entendu le dire, avant c'était une personne sur 10 qui avait un grand-parent étranger, maintenant c'est une personne sur 4. Parmi les gens qui ont le plus de descendants d'immigrés, il y a énormément de départements ruraux, donc ça parle aussi. Quand on parle de la modification de la structure du travail, de l'importance maintenant des ouvriers dans le secteur des flux et de la logistique, ça parle aussi dans des secteurs ruraux. Quand on parle de l'importance de l'emploi des femmes dans le secteur dit du care, du soin, ça parle aussi dans les territoires ruraux. Moi j'ai grandi dans les Deux-Sèvres et je vous assure que les préoccupations que je porte aujourd'hui dans le Val-de-Marne comme député, j'ai l'impression que pour les classes populaires, ils peuvent faire commun et ils peuvent parler électoralement, y compris décider des gens à aller voter. Donc je pense que vaincre l'abstention, ça ne vaut pas que pour les quartiers populaires. Par ailleurs, des quartiers populaires, il y en a aussi dans les zones urbaines, c'est-à-dire qu'il y a souvent une grande confusion là-dessus. Quartier populaire, ça ne veut pas dire banlieue parisienne ou très grande autre. Ce que vous avez dit dans les zones oui, pardon, dans les zones rurales, exactement. Non, mais je veux dire, Léo Walter, député des Hautes-Alpes, il y a aussi des quartiers populaires. Enfin voilà, il y en a. Oui, c'était plutôt par rapport aux résultats que vous faisiez plutôt dans les zones urbaines que dans les milieux ruraux. Et après, ah oui, c'était ça. Votre question m'a inspiré. En fait, moi, je ne suis pas en train de dire justement les bourgs et les tours. Hein, c'était pas du tout ça. C'était pour les gens le disent. C'était justement ce truc de vos résultats sont meilleurs en zone urbaine que dans les milieux ruraux. Et donc du coup, comment vous expliquez ça ? Ça c'était plutôt dans ce sens-là la question. Et surtout, du coup, comment est-ce qu'on s'adresse peut-être mieux au milieu rural ? Je pense que donc il y a rendre audible ce qui était déjà dans notre programme. C'est pour ça que j'ai essayé de répondre à la question de cette façon-là. Et puis il y a aussi prendre la mesure de certaines difficultés, y compris difficultés qu'ont les militants. Je veux dire, c'est pas la même chose de faire un porte-à-porte dans une tour où on fait tout l'immeuble d'un coup ou dans les zones rurales. Donc il y a des réalités matérielles où je pense que, par exemple, le rapport à la voiture, le rapport à la propriété privée, tout ça, on a des solutions en réalité qui sont peu entendues. Et celles du RN, sans doute parce qu'elles sont caricaturales aussi, sont très entendu. Et puis par ailleurs, c'est ce que m'inspirait votre question juste avant, je voulais dire aussi, il y a un enjeu pour les élections municipales d'implantation. La France Insoumise, c'est mine de rien un mouvement qui est relativement jeune, c'est-à-dire on a
maintenant 9 ans d'existence. C'est les premières municipales où réellement on se sent suffisamment construit pour aller s'implanter, et y compris le RN a fait comme ça, parfois pour gagner certaines petites municipalités ou avoir des conseillers municipaux dans les exécutifs locaux, puis des départements, puis des régions, puis avoir des députés, etc. Et je pense que c'est un travail aussi long et de patience, et c'est ce qu'on dit dans le livre d'ailleurs sur la résistible ascension de l'extrême droite, c'est que dans des endroits où l'extrême droite s'est beaucoup implantée, on a du travail de militants sur le long terme quoi, pour gagner sur la bataille des idées. Et je pense que des représentants dans les exécutifs locaux peuvent aussi montrer comment on fait autre chose à l'échelle locale, comment on travaille sur la souveraineté communale, par exemple. Alors, on aura beaucoup de questions à vous poser justement sur les municipales, mais ce sera après le petit happening, comme on a pris l'habitude de le dire, avec l'entrée du pire journaliste de la rédaction qui arrivera tout à l'heure. Mais avant, j'avais envie de vous demander, Clémence Guettet, parce que, à mon sens, l'une des grandes forces de la France Insoumise ces dernières années, vous l'avez dit, vous avez seulement 9 ans d'existence, c'est d'avoir fait émerger beaucoup de nouvelles têtes, et notamment beaucoup de femmes. Il y a aussi, évidemment, Jean-Luc Mélenchon qui pèse un certain poids sur le mouvement, bien qu'aujourd'hui il n'ait plus aucun mandat. Je rappelle que vous n'avez pas d'élection interne, c'est la façon que vous avez de vous organiser au niveau du mouvement. Que Jean-Luc Mélenchon soit candidat à la présidentielle ou pas en 2027, comment est-ce qu'aujourd'hui la question de l'incarnation après 2027, elle se pose, et par un bout un petit peu de l'après Jean-Luc Mélenchon au sein de la France Insoumise, qui, je le répète, a de nombreuses têtes d'affiche maintenant? Je pense que ça, c'est un bon point pour la suite, de toute façon. Enfin, je veux dire, il y a eu beaucoup de reproches qui ont été adressés à Jean-Luc Mélenchon, mais vous l'avez rappelé dans votre question, je pense qu'il y a peu d'équivalents de formation politique où il y a autant de personnalités un peu identifiées, soit généralistes, soit sur des sujets précis. Enfin, on a des députés qui font un travail assez important et qui sont connus par les associations, etc. Donc je pense que ce format équipe, c'est notre force, avec une féminisation très importante, beaucoup plus importante que dans d'autres partis. Donc la suite, j'ai envie de dire, déjà on va affronter l'élection présidentielle de 2027, et y compris ça, il y aura des étapes en interne. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, répété. Être candidat à l'élection présidentielle, c'est pas le cadeau, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une vie compliquée, c'est beaucoup de violence à affronter, c'est des exercices qui sont difficiles. Donc, il y aura déjà des discussions internes là-dessus. Et puis, moi, il me semble qu'aujourd'hui encore, celui qui a fait 22% il y a 2 ans et demi maintenant est le mieux placé pour nous représenter, parce qu'il est un émetteur qui est instantanément écouté dans le pays quand on a des choses, des messages à faire passer, quoi. Et puis après, la question de l'après, j'ai envie de dire, on aura l'embarras du choix, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de figures qui sont connues, qui sont, je pense, talentueuses, des gens qui peuvent aussi parfois être usés par cet engagement politique-là. Pour le vivre quotidiennement, il n'est pas toujours facile. Et donc, on verra en fonction des échéances qui se présenteront à nous, quoi. Oui, parce que vous parliez tout à l'heure du besoin de formation. Et vous êtes un parti progressiste qui est une force extrêmement importante sur la gauche. Et il n'empêche, en tant que progressiste, que je ne sais pas si ce qu'on vise tous, c'est que... aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il a beau porter énormément d'espoir et avoir un passé, etc. Il n'empêche que ça reste un homme blanc de plus de 70 ans, et que tout le progressisme... il ne peut rien y faire. Il ne pourra jamais rien y faire, c'est évident. Mais par contre, évidemment, ce qu'il avait tweeté sur l'affaire Quatennens ou d'autres sujets de ce genre-là ne montrait pas une véritable formation, pour le coup, sur ces sujets-là. Donc il y a un besoin aussi de renouvellement, notamment sur les sujets féministes, que d'autres portent au sein de la France Insoumise. Oui, alors après, Jean-Luc Mélenchon, il a toujours travaillé sur la question féministe, sur la question trans, par exemple, aussi, parce que vous dites c'est un homme blanc de plus de 50 ans, pour le coup même de plus de 70 ans. Il a un niveau de formation sur ces questions que je ne connais pas beaucoup d'autres responsables politiques peuvent avoir, y compris des plus jeunes. Donc oui, mais de toute façon, il y aura un renouvellement, mais... on veut refuser, vous avez parlé de notre fonctionnement, je trouve que dès lors qu'il y a préparation de congrès, etc., on le voit, là c'est l'ambiance chez les socialistes et même chez les Verts, c'est pas la joie trop en ce moment non plus, il y a quand même des affrontements de personnes qui font perdre beaucoup de temps aussi, qui sont très délétères. Alors, chez nous, en effet, il y a 3 élections présidentielles qui ont été menées par le même candidat, mais les Insoumis
et je crois que ce n'est pas qu'un mot et un slogan, sont avant tout attachés au programme qu'on défend. Et donc je pense que la question de l'incarnation, elle viendra dans un second temps et par la suite, quoi. Très bien. Peut-être une dernière question, Loumi ou Cyprien, avant que... Mais sinon, on garde du temps pour les municipales. Non, ouais, après. gardons du temps pour les municipales, ouais. Très bien, c'est ce que je pensais aussi. Eh bien, on va accueillir donc le pire journaliste de la rédaction. C'est l'heure de la carte de presque. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour. Attendez, je Salut, remets PA. le manche debout en face de moi. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Bonjour Clémence, tu vas bien? Ça va et toi? Super, merci. T'es la deuxième à me demander après Gilles Brun. Philippe Brun. Philippe Brun, j'avais oublié son nom. Je te dis, c'était le pire. Voilà, bref, Clémence, tu sais que toi et moi, on a un gros point commun. C'est quoi? On fume des clopes. Ah oui, C'est un peu notre truc. j'ai honte. C'est un peu notre truc, sauf que moi, je suis pas filmé par Quotidien pour le faire. Oui, c'est ça. Pour ceux qui se souviennent pas, 2022, dans le Matignon de gauche, Clémence Guettet fume à la fenêtre. T'as commencé à fumer à quel âge? À 15 ans. Et j'en ai 15 ans 34. Ok, moi je pensais que c'était à l'usine. Moi j'ai commencé à l'usine. Et je sais que c'est un... Mais à 15 ans, tu sais, je faisais des boulots d'été dans des usines. Hein. À 15 ans tu bossais à l'usine? Bah ouais, les boulots d'été, quoi. Moi j'avais pas le C'est droit. légal ça? Ah, c'est 16 ans peut-être. C'est illégal, hein. Si, si, à partir C'est de 15 ans, illégal. t'as le droit d'avoir- Allez voir l'URSSAF pour Clémence, c'est un peu chelou l'ambiance. Bon, et en fait ce truc-là, ça m'a fait remarquer que c'est vrai que chaque personnalité médiatique, enfin chaque personnalité politique a eu son moment médiatique. Sarkozy, c'était le casse-toi pauvre con. Hollande, c'est le scooter avec Julie Gaillet. Arnaud Montebourg, c'est quand il téléphone à Jean-Luc et qu'il répond pas. Et François Bayrou, c'est quand il a tabassé un gamin à main nue. Bref, non, là, on rigole, mais la clope, c'est vrai que c'est un vrai problème de société. Et je pense qu'on devrait tous arrêter, faire comme Jean-Luc. Jean-Luc, il a arrêté, et depuis qu'il a arrêté, bah, il est hyper calme et apaisé. S'il vous plaît. Il va y avoir du son, t'as raté ton effet, PA. Eh ben, Ah, ok. Eh ben tant pis. Alors, il faut que tu enchaînes, il faut que tu Bon. imites la voix de Jean-Luc Mélenchon. Bon, là, c'était Jean-Luc qui disait « Ça suffit !» Et après, là, moi, j'enchaînais, parce qu'ils sont pourris derrière. J'enchaînais avec « Vous entendez, il a l'air trop sympa maintenant !» Mais bon, tout a foiré. Bref, là, on rigole, mais on va dire que j'aime pas Jean-Luc Mélenchon, alors que c'est totalement faux. Moi, Jean-Luc Mélenchon, je suis son premier fan, et je suis tellement fan que j'ai appelé mon chat, qui est ici présent, Méluche. Il est trop beau. C'est vrai, C'est vraiment vrai. c'est pas une fake Je news. suis très fan des Méluches, et c'est vrai que si on lui met une petite cravate rouge, eh ben, on dirait le vrai. Et le dernier coup, Ça je nous donne... fait un autre point commun, tu vois, moi aussi j'ai des chats. Tu l'as appelé Méluche? Non. Parce que moi, le mien, quand je lui donne à manger, il me dit « Les croquettes, c'est moi !» Il dit toujours ça, il est toujours fou. Bref, tout ça pour dire... Moi, je suis très fan de foot aussi, rien à voir, mais j'aime bien placer ça parce que je parle souvent de foot dans mes trucs. Et le dernier coup, j'étais dans mon lit, je réfléchissais, et je me suis dit « Attends, mais Jean-Luc, ça fait des années qu'il est là. Il y a plein de gens qui le critiquent, mais il bouge pas, il plie pas, il est toujours là. En vrai, on dirait pas Didier Deschamps avec l'équipe de France? Genre, à un moment donné, il y a Zidane qui attend, il y a Bompard. En plus, je crois qu'ils ont le même coiffeur. Il y a peut-être un truc à faire, enfin, je sais pas. Bon, sinon, les affiches. Voilà, c'est largement moins drôle. Les affiches, bon, moi, j'ai pas aimé. Et ce que je vous propose, en fait, c'est que moi, je reprenne tout votre pôle un peu visuel, etc. Parce que le dernier coup, j'avais fait Philippe Brun en blond. Frère. J'ai vu, ouais. Le frérot, il avait tellement kiffé. Après, à la sortie de l'émission, il m'a chopé, il m'a dit « Ouais, viens bosser avec le Parti Socialiste et tout, on fera des grands trucs. » Je dis « Non, moi, je suis vraiment de gauche, je peux pas bosser avec vous. » Et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, tous les journalistes et éditorialistes, ils se sont fait un malin plaisir de vous en mettre plein la tête. Et du coup, là, moi, j'ai le prochain édito de Pascal Fraude. Est-ce que tu vois qui c'est, Pascal À Fraude? peu près, ouais. C'est Pascal Pro, mais il vous déteste encore plus. Mais ouais, il faut que tu fasses d'abord le ça ira pas, parce que du coup, comme C'est pas ça a encore bugué l'heure des partout, fraudes, du coup. il faut que- D'accord. Sinon, tu imites ouais. Pascal La Franck. régie a sauté, c'est pour ça que les écrans sont noirs et tout, c'est le bordel Ah oui, on en a régie. plus rien, en fait, c'est quoi? Ouais. On est toujours en ligne. Dans on voit quelques toujours. instants, le C'est un- plateau c'est- va imploser. C'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Moi, je prépare ce truc depuis 2 semaines. Je dors pas la nuit. Bon, bah voilà, c'est super. Sinon, on fait les municipales. Ah, et c'est puis bon, on- tu peux envoyer. Ah non, bon, je sais pas. Non, attends, je refais mon intro. Ouais, refais ton Mais c'est... Oh, j'ai envie d'aller derrière, là. Ouh, je suis en train de bouillonner, là. Bon, tous les journalistes, du coup, éditorialistes, ils vous sont tombés dessus. T'as entendu, j'ai déjà dit, mais bon, on fait genre, on fait rien passer. Journalistes et éditorialistes, ils vous sont tombés dessus. Et moi, du coup, j'ai le prochain édito de Pascal Fraude. C'est Pascal Pro, mais il vous déteste encore plus. Magnéto, Mike. Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ce sont les mots de Charlemagne, après avoir arrêté les Arabes à Poitiers. Midi minuit avec Pascal Fraude sur Europe 1. Hier j'ai rêvé, que dis-je, j'ai cauchemardé. J'ai vu dans mon sommeil un avenir sombre. Un avenir où la France insoumise arrive au pouvoir et tentait de supprimer Pâques.
cette merveilleuse fête. Je me voyais dans ce rêve en train d'assister impuissant à un futur déraciné, à un futur islamisé, où les fêtes chrétiennes comme Pâques, la fête des voisins ou la Saint-Valentin devenaient des menaces pour notre civilisation chrétienne et blanche. Je me réveille en sursaut, complètement déboussolé, et me rappelle la citation de Charlemagne comme une réponse à mes peurs. Il faut savoir d'où l'on va pour... Non, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Pâques, c'est notre culture, c'est les chocobons. Les amis, résistons. Une France sans Pâques, et puis peut-être un jour sans le Nouvel An, sans la Ligue des Champions, sans le Big Deal, sans tous ces moments qui font sens pour des milliards de Français, et même plus. Ce cauchemar est un avertissement. Attention les amis, attention. La réalité, elle peut nous rattraper, comme dans Intouchable, le film avec l'acteur noir. Et François Cluzet, très bon acteur. Aujourd'hui c'est C8, demain ce sera Pâques. Ne laissons pas la France devenir un terrain de jeu pour ceux qui veulent tout effacer comme dans Men in Black, avec l'autre acteur noir et son stylo magique. Une France sans Pâques, sans ses racines, sans ses saucissons, sans ses bérets, sans ses marinières, sans Touche pas à mon poste, sans Michel Sardou, sans la Zoubida, sans Olivier Giroud. Ça n'a rien à voir avec la France que nous aimons. Une France sans tradition, ce n'est plus la France, c'est l'Algérie. Et c'est de la merde. Vive Pâques et vive la France. Midi minuit avec Pascal Fraude sur Europe 1. La crotte de nez était trop bonne. Tu me dégoûtes. Bon, sinon, il y a un petit jeu, mais du coup, vu que t'as vu Philippe Brun. Gilles, comment il s'appelle? Philippe, on t'a Non, dit. c'est juste oh. que mon équipe m'a dit qu'il y avait un running gag, quoi. Brun, blond. Ouais, t'as vu? Mais on n'a pas fait guetter parce que, à la Ouais. base, t'as pensé qu'on allait faire triste et tout? Ouais, On n'est pas mon assez équipe, ils débile m'ont pour dit faire ça. On bosse mieux que ça. Pas Est-ce plus. que t'enlèves la feuille? Tu l'avais, mais. Non, j'ai rien du tout. Non, mais j'ai d'autres trucs qui sont trop bien. Bon, ça ira pas. Je t'explique un petit peu les règles, pour ceux dans le chat qui ne connaissent peut-être pas. En fait, je vais te montrer des photos, tu vas me dire ça ira. Donc ça veut dire c'est stylé, j'aime bien. Et ça ira pas, ça veut dire c'est pas stylé, j'aime pas du tout. Et tu peux, évidemment, dire 2-3 trucs, faire une petite diatribe et tout. Bien. Enfin, fais ce qui te plaît. Une phrase ou deux quand même. Une phrase ou deux, ouais. Diatribe. Pas une diatribe. Pas une diatribe, non. Une diatribe. Un tweet, pas plus. Donc, un nouveau vlog en Antarctique. Ça ira ou ça ira pas? Bah, l'Antarctique, ça ira pas. Hein. Le vlog, ça ira. J'explique. Oui. Il est pas nouveau. Il y a 1 an et demi maintenant, je suis partie en Antarctique, au pôle Sud, parce que je co-préside un groupe d'études sur ces enjeux-là, qui ne parlent pas à grand monde, mais qui sont absolument essentiels pour comprendre le changement climatique. Donc ça, voilà, ça ira pas trop. T'avais le mal de mer, t'as vomi et tout? C'est horrible. On n'a pas vu dans les images, t'aurais pu laisser Non, 2-3 trucs où t'as vomi et tout. Il y avait 6 jours de mal de mer. J'aurais aimé voir 2-3 vomis. T'as vu les crottes de nez, on aurait pu voir un vomi, tu vois ce que je veux dire? Dembélé, Ballon Ça part d'Or. en sucette, là. Très bon joueur de foot, presque 30 buts cette année. Bah ça ira alors. T'as vu? Bon les amis, hein? Plaisir, Les gens là, France Football, écoutez un petit peu Vincent Garcia. C'est le mec des France Foot. Je connais un petit peu, j'ai mes petites Ok, c'est entrées. bien. Le NFP, ça ira ou ça ira pas? Là, ça ira pas. En ce moment, ça ira pas trop. Mais j'espère que les discussions vont reprendre et qu'on va réussir à censurer le gouvernement tous ensemble. J'espère aussi. Le congrès du Parti Socialiste, ça ira ou ça ira pas? Parce que si fort il n'est pas élu, après ça pue les négociations. Oui, je sais pas. Tu sais pas? Non, j'ai aucune idée. Il n'y a pas dans les propositions. Comment? Il n'y a pas dans les propositions. Ça ira pas. Ah oui, excuse-moi. Il y a pas de nuance ici. Bah, ça ira, je présume. Ouais, bah force Ils à ont eux. survécu à 70 congrès, tout évident. Oui, c'est vrai. Force à eux. Force à Gilles Brun. Non, toujours pas. Ok, des élections démocratiques à la France insoumise. Ça ira ou ça ira pas? Ça ira? Ah, parce qu'il y en a du coup des élections à la fin. Bah oui, il y a des votations très régulièrement après chaque assemblée représentative du mouvement qui se tiennent tous les 6 mois. Mais généralement, tout le monde s'en fout de ce fonctionnement. Parlez-en. Mais c'est, voilà. Arrêtez de fumer. Ça ira ou ça ira pas? Ça ira. Mais j'avais arrêté 4 ans. J'ai repris, bêtement, Qui t'a fait reprendre? Delogu? une campagne. Une campagne présidentielle. Mais non, Delogu, il fume pas? Il fume plus, non. Putain, tout le monde a arrêté sauf toi. Ouais, c'est horrible. Non, mais il faut que j'arrête. Je vais arrêter. Bah oui. Ouais. Bah oui, c'est mieux. Moi, j'ai pas arrêté et je compte pas arrêter. Je m'en fous, moi. Sophia Chikirou au municipal de Paris. Eh ben, je sais pas non plus. Mais la France insoumise, ça ira en tout cas. Ok. Bon, bah,
En fait, je fais ça exprès. Comme C'est ça, une ça transition. ouvre la transition. Ouais, c'est bon, j'ai dit. Bon, les Merci amis, beaucoup, je vous fais PA. des petits bisous. Pour ta- La régie, vous êtes nuls. ton Allez, incroyable ciao. chronique sur Pascal Bisous. Parot. Salut. Salut. Je sais jamais quoi penser de cette séquence, c'est terrible. Non, mais merci. Mais alors, du coup, il y a eu quand même pas mal d'interventions, notamment quand vous disiez, voilà, le NFP, ça va pas aller. Donc, vraiment, les municipales, ça va être l'occasion de parler de l'union de la gauche. Loumi, je te laisse tout de suite la parole. Oui, alors donc du coup, on voulait se demander quelles étaient donc effectivement les stratégies, mais aussi vos ambitions. Donc Jean-Luc Mélenchon a annoncé le 19 mars à Brest vouloir des listes insoumises autonomes partout, sauf exception. Et donc pourquoi ce choix? Et en gros, ça ressemblerait à quoi une ville insoumise? Alors, c'est deux questions intéressantes. Bon, déjà, tout à l'heure, j'ai expliqué que la dernière fois, en 2020, le mouvement était très jeune, ça n'a pas été une très grande réussite pour les municipales, et cette fois-ci, on s'y prépare. Donc déjà, vous m'interrogez la veille de la sortie de ça. Wow. Je ne sais pas Donc, si on a un scoop sur Vous la avez un boîte à scoop. outils. Et alors là, je vous laisserai le document, mais c'est un programme qu'on sort demain pour les municipales qui est très complet et qui a cela d'intéressant qu'il y a des propositions en fonction des tailles de communes, de si c'est des communes qui sont dans des intercos ou pas, et un chiffrage approximatif des mesures pour que toutes les équipes insoumises qui vont se présenter aux municipales aient des références. Parce que nous, on va avoir beaucoup d'équipes où les gens n'ont jamais candidaté pour une élection municipale. On va avoir on a proposé des discussions nationales avec les forces politiques du nouveau Front populaire pour essayer d'avoir un accord global, de discuter du programme, etc. Pour l'instant, ça patine, on va dire. Ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas un accord... renvoyer vers des accords au cas par cas, ça donne souvent la France insoumise voiture-balai, notamment des baronnies socialistes qui sont là depuis je ne sais combien de temps, qui veulent bien souvent nous avoir sur les listes, enfin pas toujours, hein, mais voilà souvent. Nous, on veut aussi pouvoir mener des listes, mener des campagnes. On pense qu'on a la prétention de le faire vu les différents scores. Donc il va y avoir des discussions aussi départementales. Moi, je suis persuadée que dans plein d'endroits, il va y avoir des accords pour faire des listes. Peut-être pas périmètre Nouveau Front populaire complet, ça dépendra peut-être des fois, mais il y a plein de fois où il y aura des listes communes. Il y a des fois aussi où, à défaut, et parce que parfois on s'oppose à des gestions municipales telles qu'elles ont été effectuées avant, où il y aura des listes insoumises, en effet, autonomes. Et puis ensuite, il y aura des accords d'entre-deux tours pour aussi affronter le danger d'extrême droite là où il sera et comme il sera, et on espère qu'il sera le plus bas possible, ou des listes de droite et de la Macronie de la même façon. Donc il faudra aussi se mettre d'accord avec la configuration du second tour. Est-ce que Et puis, pardon, il y avait juste une deuxième question qui m'intéressait aussi, sur les villes insoumises. La première chose, c'est, et on va organiser là aussi des formations, sur le fait que les communes, elles ont été quand même extrêmement dépossédées de leur rôle, qui pour nous est absolument indispensable, parce que c'est un échelon de proximité démocratique, de lien direct avec les gens, et qu'en réalité, les prérogatives de la commune, elles permettent de faire des choses, mais bien souvent, elles se sont transformées en gestionnaires de l'austérité, en gros, avec des situations budgétaires très compliquées, parce que les financements de l'État sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire largement en baisse, mais elles peuvent faire beaucoup, et notamment sur les préoccupations essentielles des gens, c'est-à-dire se nourrir, se chauffer, se loger. On propose par exemple des cantines bio locales et qui sont organisables à l'échelle communale. On propose d'arrêter avec le quota du maire dans les logements municipaux qui parfois a entraîné des formes de clientélisme dans l'attribution des logements sociaux pour que ce soit un quota du conseil municipal et qu'il y ait une décision collégiale pour attribuer ces logements sociaux. On propose qu'il y ait des référendums locaux qui orientent réellement la politique communale et pas sur des sujets anecdotiques comme parfois ça s'exerce. Enfin, je pense qu'au niveau communal, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et nous, on est un mouvement qui se dit communaliste parce que c'est un échelon absolument indispensable dans la façon dont on perçoit l'organisation des territoires. Cyprien. Oui, moi j'avais une question. Est-ce que l'exemple, parce qu'il y a eu une élection de test au début d'année, c'était la municipale anticipée de Villeneuve-Saint-Georges, donc dans le Val-de-Marne. Donc Louis Boyard était candidat, juste pour contextualiser pour ceux qui nous suivent et qui n'auraient pas forcément les détails. Donc Louis Boyard était candidat dans une liste insoumise, sans union avec d'autres partis de gauche, et il y avait une liste d'union PCF, PS, LV de l'autre côté. Et donc vous avez tenté l'aventure en solitaire et ça n'a pas marché puisque Louis Boyard s'est certes qualifié au premier tour devant la liste d'union, mais au second tour, ça a été largement battu par la liste de droite. Est-ce que ça, vous en tirez des leçons? Est-ce que ça vous challenge pas sur la stratégie dite autonomiste? Ou quelles leçons vous en tirez, en fait, au final?
Ça a été un échec, de fait. Bon, ça a été un échec que je vais relativiser quand même. Ça n'a parce pas que marché. c'était une. ça n'a pas marché. Non, mais c'était une ville qui a été gouvernée pendant 45 ans par la droite. Donc, c'était pas une ville historiquement de gauche dans laquelle c'était facile. Il fallait faire campagne. C'était une municipale partielle. La première chose qu'on a réussi, je dirais que c'est quand même la hausse de participation, la baisse de l'abstention. Pour une municipale partielle, c'est un défi. Ça veut dire aller voir des gens, ça veut dire faire du porte-à-porte, les convaincre de se déplacer, d'aller voter. La liste de Louis Boyard, elle a aussi fait plus de voix que la liste de gauche en 2020. La liste de Louis Boyard à elle toute seule. Donc il y a eu une augmentation de la liste de gauche, si on considère qu'il y en avait une deuxième. Voilà. Ce qui n'a pas marché, c'est la négociation de l'entre-deux tours. Mais il y avait aussi des raisons politiques à ça. C'est-à-dire que j'en ai un peu assez qu'on présente les Insoumis comme des diviseurs à toutes les élections, alors que les élections récentes, c'est pas exactement ça l'histoire. Aux européennes, on a proposé aux Verts de partir ensemble, on leur proposait la tête de liste, ils en ont pas voulu. On voit ce que ça a donné dans le score de l'extrême droite. Les municipales, on propose des accords nationaux, des discussions nationales. Pour l'instant, c'est pas nous qui bloquons sur le fait de les avoir. Donc voilà. Par contre, on n'a pas réussi à fusionner. Mais par exemple, les Verts locaux, ils avaient appelé à battre Louis Boyard au moment du nouveau Front populaire. Donc il y a aussi des histoires locales qui font que parfois c'est compliqué. On va pas faire le match, mais sur Villeneuve-Saint-Georges, le report de voix entre la liste de gauche, donc Batio, qui s'est retiré du coup au second tour, sur la liste de Louis Boyard, ils ont fonctionné. Il a en gros à peu près l'assiette de voix de gauche. On a perdu 7 points dans le report de voix. Ah, mais en termes de voix, ça fait à peu près une centaine de voix, je crois. C'est pas négligeable. Minimum 2000 voix sur la droite. Donc, non, mais ça veut dire quand même qu'il y a des gens. Il y a 7% de gens qui ont voté pour la liste PS, PCF, ELV qui n'ont pas voulu voter pour la liste de Louis Boyard. Moi, je pense que politiquement, ça dit quelque chose. Il y a surtout eu 10 points de participation entre les deux tours. Oui, il y a des gens qui s'abstiennent. C'est les gens qui ont participé en plus, c'est les gens qui sont allés voter à droite. Donc, non, mais oui, mais je vous parle du nombre de voix, donc ça veut dire que potentiellement, il y a des gens qui avaient voté ça, qui ont préféré pour voter pour Madame Niasme, première adjointe d'un homme qui faisait des saluts nazis à la mairie. Hein. Mais après, sur l'union, parce qu'il y a évidemment la question des municipales, et puis c'est là-dessus que va porter ma question, mais les municipales, elles sont peut-être symptomatiques de la volonté de la France insoumise, à la fois de rassembler la gauche, il y a une vraie volonté pour vous de le porter, et en même temps d'y aller régulièrement solo, je dirais. Quand on regarde la liste des villes que vous visez comme Rennes, Nantes, Montpellier, Villejuif ou Bobigny, on voit bien que ce sont des villes particulièrement soit socialistes, soit communistes, avec cette envie d'aller où les gens votent déjà à gauche et de prendre la ville, quoi, concrètement. Et derrière, de dire, mais nous aussi, on veut le rassemblement. Donc, c'est difficilement audible pour les militants qui sont sur place. Vous savez, quand on a dit que c'était vous l'invité, il y a des militants de communistes de Choisy qui m'ont appelé pour me dire, mais nous, ça fait des mois qu'on les relance pour essayer d'avoir des rendez-vous, etc. Ils bloquent totalement la porte. C'est intéressant, ça. En tout cas, on les voit la semaine prochaine, et il y avait jusqu'ici le refus de leur part de discussion bilatérale entre le Parti communiste français et la France insoumise. Alors, mais mes chers camarades, nous verrons la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, ils attendent empressément ce rendez-vous, mais on le voit bien. Moi, j'habite à Ivry-sur-Seine, donc je vois bien ce qui peut s'y passer également, quoi. Donc, vous dites aujourd'hui que c'est pas votre stratégie d'aller spécialement sur les territoires de gauche ? Non, mais on peut faire un accord national où le Parti socialiste a les têtes de liste dans toutes les villes de droite et d'extrême droite de France. Je suis pas sûre qu'ils seront ravis. Vous comprenez bien que chaque formation politique a aussi envie de mener des listes dans des endroits où les gens votent massivement à gauche. Bien souvent, ils ont voté massivement Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle et pas Anne Hidalgo qui a fait 1,7% par exemple. Pourtant, c'est des municipalités socialistes. Et évidemment, comme on est une formation politique un peu plus jeune sur le plan de l'implantation locale, ça nécessite de faire de la place. Parce qu'il y a aussi des victoires qui sont permises parce que des insoumis ou des gens qui votent pour la France insoumise votent pour des listes qui parfois sont menées par le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, etc. Donc c'est un accord qu'on propose. Ça veut dire que oui, parfois, il faut nous laisser mener ces listes. Mais du coup, est-ce que ça ne va pas en contradiction avec ce qu'on a pu entendre l'été dernier au moment des législatives ? Ne nous trahissez pas, ne nous trahissez pas. Et cette volonté à tout prix du peuple de gauche d'avoir des forces unies et pour réussir à résister à la vie quotidienne qui est extrêmement dure sur le plan politique. La vie quotidienne et la souffrance des gens après 7 ans de Macronie, c'est ma boussole politique et ce pourquoi je mets tant d'énergie
par les responsabilités qui me sont confiées sur la question du programme. Parce que, encore une fois, l'union, ça ne peut pas être à n'importe quel prix et sur n'importe quelle base. Je vous ai parlé de la difficulté qu'on a eue avec le Parti socialiste au moment de la censure et donc de leur part de la non-censure. Moi, j'avais en tête à ce moment-là que le budget, c'était moins 2,6 milliards pour l'écologie. Ça veut dire prendre encore du retard sur la rénovation thermique des bâtiments pour les habitants des classes populaires, notamment à l'endroit où je suis élue, c'est fondamental dans la lutte contre le changement climatique. Les suppressions de postes de profs, on les a avertis sur tout ça. Et donc, des forces de gauche doivent aussi avoir des discussions sincères et honnêtes sur quel est l'objectif, comment on empêche l'extrême droite d'y arriver, et comment on propose un horizon qui soit émancipateur. Pas juste un petit rafistolage de bouts de ficelle d'après la Macronie, on fera pas vraiment pire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi une question d'ambition. Donc de fait, il y a des discussions exigeantes parce que l'union, ça peut pas être à n'importe quel prix, sur n'importe quelle condition et en disant n'importe quoi. Cyprien, Louis, peut-être. Non, peut-être juste de fait la question que ça pose. C'est la question que ça pose, c'est de fait parce que vous allez dans les zones, vous l'avez dit, on va dans les zones où on est fort. On a fait des gros scores. Non, on va partout. Il y aura des listes insoumises partout. Donc oui, bien sûr, mais de fait, vous avez plus de chances d'aller conquérir des villes comme La Courneuve que Neuilly-sur-Seine. Ça, on est tous au courant. Dit-on jamais, ils seraient choqués, je pense. Oui, ils seraient premiers choqués. Ouais. mais Nicolas Sarkozy a assez souffert. Non, mais sans rire, ça pose la question de la capacité de la gauche à se rassembler après ça, parce que de fait, puisque vous allez dans des zones où vous êtes fort, et c'est souvent des zones où il y a des municipalités de gauche, en fait, les municipales, pour vous, ça va être surtout un moment de confrontation avec la gauche, plus qu'avec la droite et l'extrême droite. Vous partez du principe que ça veut dire que toutes les listes de gauche refuseraient que nous en fassions partie? Pas forcément, mais ça... donc voilà, donc il y a plein d'endroits où on va faire ensemble. Il faut que ce soit aussi à la hauteur des résultats politiques de chaque formation aux élections précédentes, de ce qu'on sent, y compris comme une ville, il y a des endroits où on sent qu'il vaut mieux que ce soit une tête de liste d'une formation politique ou d'une autre. Et ce qu'on demande, c'est qu'on nous fasse de la place à la hauteur de ce que notre organisation représente, et surtout qu'on puisse avoir des discussions exigeantes sur ce qu'on va faire. Il y a beaucoup de villes, y compris des villes de gauche, je ne veux pas toutes les stigmatiser, il y a plein de villes de gauche qui font un boulot extraordinaire pour la vie des gens, mais il y a aussi des endroits où il y a eu une forme de gestion un peu bureaucratique, pas forcément très ambitieuse, pas forcément une politique de gauche éblouissante non plus. Et donc parfois, la France insoumise, localement, on dit, nous, on porte une alternative en fait, y compris à cette gestion municipale-là. Très bien. Merci beaucoup, Clémence Guettet, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et d'avoir résisté à l'humour de... À l'humour, entre guillemets. à l'humour de PA. Et la panne de régie. Exactement. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.